Bonjour et bienvenue à tous, je m'appelle Kerrigan Martel, je suis une stagiaire de recherche de MyTax qui travaille sur ce projet avec le docteur Noreen Furberg de l'université Saint Francis Xavier. Nous aimerions reconnaître que Saint Francis Xavier se trouve à Mi'kmaq sur le territoire ancestral et non visible des peuples Mi'kmaq et Malusi. Notre projet aujourd'hui s'intitule EAL et les transitions économiques des réfugiés qui se réinstallent dans les zones rurales de la Nouvelle-Écosse. Suite aux élections de 2015, le Canada a réinstallé environ 25 000 réfugiés syriens sur une période de 3 mois, en plus des réfugiés d'autres nations comme la RDC, le Kenya, etc. Les familles ont principalement des arabophones unilingues et aujourd'hui nous allons rendre compte d'une étude axée sur les transitions économiques des réfugiés qui sont réinstallés par des groupes communautaires dans les zones rurales de la Nouvelle-Écosse. L'une des principales conclusions de cette recherche est que l'accès à l'anglais en tant que langue supplémentaire ou cours d'anglais et langue étrangère et l'acquisition de compétences en anglais sont essentielles pour effectuer des transitions économiques significatives et holistiques. Les réfugiés installés au Canada constituent une population très diversifiée dont les identités, les antécédents et les circonstances post-migratoires ont influencé leur transition et leurs perspectives économiques. Les réfugiés arrivent avec des antécédents de migration, d'éducation, de profession et de situation de réfugiés très variables. Nombreux sont ceux qui découvrent que leur carrière antérieure à la migration et leur titre de compétence ne sont pas reconnus ou que leur maîtrise de la langue est médiocre. Les nouveaux arrivants appartenant à des minorités visibles et ceux qui appartiennent à des communautés religieuses ou culturelles minoritaires déclarent être victimes de préjugés et de discrimination, tout comme les femmes. Les nouveaux arrivants se sentent souvent poussés vers des emplois mal payés, peu qualifiés, précaires et féminisés. La façon dont les nouveaux arrivants s'en sortent dépend également des circonstances économiques au moment de leur arrivée, ainsi que de leur parcours d'admission et du lieu de leur réinstallation. Notre étude aborde ces deux dernières variables en accordant une attention particulière aux réfugiés qui sont réinstallés par des parrains communautaires dans les régions rurales du Canada. Les réfugiés sont parrainés par 2 voies différentes, chacun offrant 12 mois d'aide à l'établissement. La grande majorité d'entre eux sont établis dans le cadre du programme des réfugiés pris en charge par le gouvernement et reçoivent une aide à la réinstallation de la part d'organismes fournisseurs de services à but non lucratif. Ceux qui viennent par le biais du programme de parrainage privé de réfugiés reçoivent une aide à la réinstallation de la part de bénévoles de la communauté et ils peuvent se prévaloir de tous les services disponibles au sein de la communauté. Le parrainage a été accepté par des groupes confessionnels, des groupes communautaires, des organisations ethniques, des groupes de particuliers, des signataires d'ententes de parrainage dans les régions rurales, dans le cadre du volet de parrainage privé ou de parrainage communautaire. Un réfugié peut être identifié ou nommé par le groupe de parrainage ou, depuis 2013, un groupe peut utiliser le programme de recommandation du Bureau des visas à coût partagé du gouvernement fédéral s'il parraine un réfugié identifié comme étant hautement vulnérable par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Tandis que le programme de parrainage communautaire est en place depuis 1979, il existe très peu de documentation sur ce programme ou sur la comparaison des 2 voies de réinstallation. Il y a encore moins de recherches comparant la transition économique des réfugiés, nommés réfugiés de Geither, et les réfugiés mixtes référés. Bien que certaines études multivariées aient jeté un peu de lumière sur ce point, bon nombre de recherches soutiennent l'hypothèse selon laquelle nos nouveaux arrivants ont de meilleurs résultats économiques. Kayla et ses collègues ont étudié l'intégration économique des nouveaux arrivants au fil du temps et ont constaté que les réfugiés parrainés par la communauté sont plus susceptibles d'être employés et de gagner plus jusqu'à 15 ans après leur arrivée. À long terme, l'avantage du parrainage communautaire est plus prononcé pour les réfugiés moins instruits. Cependant, il diminue rapidement pour les réfugiés plus instruits également. Les réfugiés parrainés par le secteur privé qui connaissent l'anglais ou le français ont un avantage d'intégration à long terme par rapport à ceux qui ne le connaissent pas. Grâce à leur travail, Kayda ont tous été en mesure d'expliquer l'avantage du parrainage communautaire. La raison de cet avantage était expliquée de plusieurs façons. Premièrement, on suppose que les nouveaux arrivants ont une meilleure intégration économique à court et à long terme, mesurée par l'occupation d'un emploi et le niveau de revenu. Cette hypothèse s'explique de plusieurs façons. Premièrement, la recherche suggère que les nouveaux arrivants parrainés par leur communauté sont plus susceptibles d'arriver avec des avantages socio-économiques et contextuels. Par exemple, ils peuvent être plus instruits, parler une langue officielle ou avoir eu un passé de réfugiés moins vulnérable.
Cela se reflète probablement dans les antécédents des nouveaux arrivants. Il n'est pas certain que cela décrive la situation des réfugiés mixtes référés pour les nouveaux arrivants. Deuxièmement, les membres des groupes parrainés par la communauté fournissent un capital social de liaison individuelle qui facilite l'information des nouveaux arrivants. Les voies d'admission favorables à l'alphabétisation ont été identifiées comme influençant le fait qu'une personne soit réinstallée dans une grande ou une petite ville ou dans une zone rurale. La taille de la population est considérée comme une question économique par tous les Canadiens, pas seulement pour les immigrants ou les nouveaux arrivants. Par exemple, en Nouvelle-Écosse, tous les réfugiés assistés par le gouvernement sont réinstallés à Halifax, qui est notre seule ville. Leur aide à la réinstallation se fait au nom d'ISENS, qui est l'association des services aux immigrants de la Nouvelle-Écosse. Tous les rétablissements dans les régions rurales se font lorsque les groupes communautaires décident de parrainer les réfugiés. Ces groupes communautaires sont alors responsables de l'aide à la réinstallation, y compris le logement, les soins de santé et les cours d'anglais en langue seconde, qui sont si importants dans le cadre de l'opération Syrie. Environ 20% de tous les réinstallés au Canada ont été parrainés par ces groupes communautaires ruraux en Nouvelle-Écosse. Ces groupes de parrainage ont été formés dans presque tous les comtés ruraux de 2015 à 2016 en réponse aux besoins de la zone d'opération. Nous avons donc ici un aperçu de la géographie de la réinstallation rurale au Cap-Breton tout au long de l'opération Syrie. 11 communautés dans cette extrémité de la province, principalement dans les petites villes rurales, ont parrainé des familles de réfugiés syriens. Il s'agit donc de personnes qui proviennent de situations particulièrement vulnérables et qui viennent ici en fonction de leurs besoins. Donc 11 familles restent Cap-Breton et d'autres sont venues en raison de la règle de la réunification familiale. La réinstallation dans les petites villes s'est produite dans toute la Nouvelle-Écosse et au Canada et les schémas sont très similaires. Ce projet a été mené comme une étude qualitative des transitions économiques des nouveaux arrivants réfugiés dans les zones rurales de la Nouvelle-Écosse. Il s'agit donc de personnes provenant de situations particulièrement vulnérables et qui sont amenées ici en fonction de leurs besoins. Nous avons réalisé des entretiens avec des nouveaux arrivants et des bénévoles de 11 groupes de parrainage dans 6 comtés ruraux, à savoir le comté de Kings, Lunenburg, Guysborough, Picado, Huntingonish et Inverness. Notre échantillon d'études comprend 11 groupes de réinstallation qui ont parrainé et réinstallé 46 familles recommandées par le Bureau des visas et 3 familles de réfugiés assistées par le gouvernement. 7 des groupes avec lesquels nous avons parlé continuent d'attendre l'arrivée d'autres familles. Le principal sujet de préoccupation des nouveaux arrivants et des bénévoles est la langue et son acquisition. Les membres des groupes ont fait remarquer qu'ils n'avaient aucune expérience préalable de la réinstallation et ont déclaré qu'ils ont dû suivre des courbes d'apprentissage importantes pour innover et fournir les services requis. Les volontaires ne recevaient que des informations très basiques sur les familles parrainées concernant la taille de la famille, l'âge, le sexe. Si un problème de santé grave était identifié et le pays d'origine, ils ne savaient rien de la capacité des nouveaux arrivants à s'exprimer en anglais, ou s'ils étaient alphabétisés et s'ils possédaient une langue ou un niveau d'éducation formelle. Une situation d'un bénévole, on nous a dit qu'une personne parlait anglais, il pouvait dire bonjour. Donc le thème central de notre projet est bien la langue, à savoir la maîtrise de la langue et son impact sur tous les aspects de l'obtention d'un emploi. Ainsi, certains niveaux d'anglais sont requis pour obtenir un permis de conduire, des certificats de sécurité, un curriculum vitae, des candidatures, des entretiens d'embauche en personne, une instruction compréhensible, le travail, la reconnaissance de leurs qualifications antérieures grâce à leur travail de réinstallation. Les volontaires ont réalisé à quel point ils devaient innover, développer les programmes nécessaires et s'adapter à des points très importants, notamment la diversité de la préparation, l'impact significatif de la langue sur l'obtention d'un travail significatif, la langue qui doit donc être prioritaire dans la réinstallation et la manière de le faire. Et au 13e mois, après la première période officielle de 12 mois de rétablissement, qui est très différente pour les nouveaux arrivants défavorisés en ce qui concerne la diversité de la préparation.
Certains nouveaux arrivants et bénévoles ont noté à quel point l'alphabétisation était faible, voire inexistante dans la langue maternelle. Comme le dit un bénévole, l'alphabétisation est vraiment importante. Il est très difficile de s'alphabétiser dans une deuxième langue si vous n'êtes pas alphabétisé dans votre première langue. D'autres nouveaux arrivants sont arrivés avec un diplôme d'études secondaires ou post-secondaires, certains même avec plusieurs diplômes, mais peu connaissaient l'alphabet romain ou même l'alphabet arabe complet. C'est pourquoi l'IR doit être adapté pour tenir compte de ces différences. Deuxièmement, la maîtrise de la langue revêt une importance capitale pour l'emploi, car l'apprentissage de l'anglais comme langue de base est très différent de la langue utilisée sur le lieu de travail. Pour citer, mais l'autre grand défi est la capacité linguistique. S'ils arrivent avec des connaissances linguistiques limitées, les possibilités d'emploi sont très limitées aussi. Un autre a déclaré que la langue fera la différence entre un emploi au salaire minimum qui ne pourra jamais quitter et un autre type d'opportunité. De nombreux groupes ont soutenu le besoin de nouveaux arrivants de commencer à travailler et se sont rendus compte que la maîtrise de la langue devait être une priorité. Entre guillemets, je cite, « Il est très facile pour quelqu'un de passer d'un niveau de langue 0 à un niveau d'anglais 3. Et il est vraiment difficile de passer d'un niveau 4 à un niveau 8. Mais pour obtenir ces postes de plus haut niveau, c'est-à-dire travailler plus directement dans votre domaine, vous devez être très attentif à l'aspect linguistique. Deuxièmement, on les a vraiment poussés à apprendre l'anglais. Donc suivre des cours de là tous les jours était vraiment important et les femmes l'ont fait. Mais les hommes sont un peu effacés parce qu'ils avaient hâte de trouver un emploi. Donc beaucoup de nouveaux arrivants ressentent cette pression intense pour travailler, ce que de nombreux bénévoles ont noté. Pourtant, pour beaucoup, il est devenu clair que pour la première année au moins, entre guillemets, l'apprentissage de la langue est leur travail. Enfin, nous avons rendu visite à des nouveaux arrivants syriens la semaine dernière et je leur ai dit que nous allions vous parler. Je leur ai demandé s'ils avaient quelque chose à dire sur les raisons pour lesquelles il leur était facile ou difficile de trouver un emploi. Ce qu'ils ont dit, c'est que c'était sans aucun doute la langue. C'était la plus grande barrière. Ils m'ont dit que leurs amis qui avaient émigré en Allemagne avaient reçu une aide financière pendant 3 ans pour apprendre l'allemand. En fait, ils n'ont pas le droit de travailler pendant 3 ans. Ils doivent aller à l'école. De nombreux volontaires estiment que nous devons mesurer le succès d'un nouveau pays sur la base d'un point de départ, de sorte que les groupes qui parrainent des réfugiés très défavorisés maintiennent leurs relations de soutien bien au-delà de la première année et poursuivre ces relations interpersonnelles. Parce que dans ces zones rurales, non seulement vous réinstallez ces réfugiés, mais vous accueillez un nouveau voisin. Et je cite entre guillemets, « Et pour moi, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles quelqu'un ne peut pas être employé à la fin de cette année. 1 an, ce n'est pas non plus une période très longue pour s'adapter à une toute nouvelle culture, apprendre une toute nouvelle langue et, vous savez, acquérir de nouvelles compétences là où vous en avez besoin. » Donc toutes ces personnes sont arrivées avec des outils différents de leur ceinture au départ et certains d'entre eux ont moins d'outils. Et si vous n'avez aucune compétence linguistique, vous n'avez jamais terminé votre lycée et votre première langue, eh bien vous avez moins d'outils. Il vous faudra donc plus de temps pour mettre les outils en place, mais vous devez réussir. Enfin, pour un nouvel arrivant, imaginez que je puisse vous amener, vous prendre et vous jeter en Syrie ou ailleurs ou en Chine. Mais voilà, vous essayez d'apprendre les Chinois, de connaître leurs lois, leur argent. C'est juste trop pour vous, pour une personne en 1 an, n'est-ce pas? Il y a aussi le stress. C'est le stress. Vous vous demandez comment va être ma première année? Comment vais-je me débrouiller dans un pays étranger pour imaginer ma vie et survivre en réalisant mes rêves et mes objectifs? Donc vous voyez, c'est difficile de conclure. Plusieurs générations ont pu être tirées des entretiens avec les répondants communautaires tout au long de leur parcours de réinstallation des réfugiés en milieu rural, ainsi que des expériences des nouveaux arrivants eux-mêmes. Selon les 2 groupes, les politiques de rétablissement sont insuffisantes lorsqu'il s'agit d'informer, d'orienter et d'éduquer des groupes de parrainage communautaire concernant les transitions linguistiques et la manière d'y parvenir. Les principales recommandations politiques à tirer sont que l'EAL doit être à la fois structuré et prioritaire dans le cadre du rétablissement. Certains suggèrent même de mettre en place un mandat de 6 mois pour l'apprentissage de la langue avant de tenter de trouver un emploi. Enfin, nous devons porter un regard très critique sur la structure politique d'un an pour tous. Enfin, j'aimerais remercier nos partenaires communautaires tout au long de ce projet, qui ont été donc Syria Antigonish Families Embrace et Pictuco Safe Harbor,
ainsi que le conseil universitaire de recherche de l'université Saint Francis Xavier et MyTax pour le financement de cette recherche. Merci beaucoup pour votre attention. J'ai hâte de participer à une discussion animée en septembre prochain.